Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et la cause animale a son parti et sa candidate Hélène Touy qui est avec nous jusqu'à 14h. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour lui poser vos questions. Bonjour Hélène Touy. Bonjour. Alors les animaux depuis La Fontaine, les animaux malades de la peste, enfin les animaliers, c'est extraordinaire. La Fontaine est effectivement leur Trotsky ou leur Karl Marx, puisque toutes les fables sont des fables mettant en scène des animaux. Et vraiment, moi je suis très heureux d'avoir avec nous aujourd'hui l'une des fondatrices et la candidate du parti animaliste aux élections présidentielles. D'autant plus courageux que, je rappellerai cette banalité de base, les animaux ne votent pas. Donc vous partez déjà à un handicap assez spécifique. Mais au-delà de la plaisanterie, c'est intéressant de voir que, effectivement, la cause animale, elle est défendue depuis longtemps dans les tas de domaines, par des personnalités très différentes, que ce soit le cas des polémiques sur la chasse, que ce soit la corrida, que ce soit l'abattage, que ce soit la mise en cage, que ce soit effectivement les poulets en batterie et tout cela. Et il y a depuis très longtemps effectivement des avocats et dans le monde entier de la cause animale qui ont dit il n'est pas question de laisser comme ça la maltraitance. Mais c'est depuis assez récent, en tout cas depuis 2016 en France, qu'il y a un parti animaliste et qu'on a lié donc les animaux avec la politique. C'est quand même nouveau. On va en parler longuement avec Hélène Touy. On va avoir 1 heure pour le faire avec elle et avec les auditeurs de Sud Radio. Et franchement, ça vaut le coup de s'en expliquer vraiment. On n'a pas souvent l'occasion de le faire et on devrait avoir l'occasion de le faire. Je vous dis simplement, Hélène Touy, moi c'est un ami il m'a dit, mais je lui dis pour qui tu vas voter? C'était il y a 15 jours. Et il me dit, moi je vote animaliste pour le parti animaliste. Je lui dis, ah bon, tu votes pour le parti animaliste? Je sais bien que tu as un chien et un chat, mais enfin il y a des millions de Français qui ont des chiens et des chats, ils votent pas parti animaliste. Il a dit oui, moi c'est pas faute d'autre chose, c'est vraiment ma conviction. Donc cette conviction, on va examiner pourquoi effectivement des milliers de Français et même des dizaines de milliers ou des centaines de milliers votent animaliste. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il a fait 1,1% d'électeurs en moyenne, de votants en moyenne aux législatives de 2017 et aux européennes de 2019, 2,17%, près de 500 000 voix. Qui? Le parti animaliste. Hélène Touy, expliquez-nous un peu pourquoi vous êtes cofondatrice de ce parti animaliste, pourquoi vous avez décidé que les animaux, en tout cas la défense des animaux, devait devenir un enjeu politique. Alors, on a décidé de créer le parti politique après avoir été pendant plusieurs années des militants de la cause animale au sein d'associations. Moi, personnellement, en étant avocate de profession, donc en défendant les animaux devant les tribunaux, et on s'est aperçu que les formations politiques existantes que l'on allait voir pour qu'elles se saisissent de cette question animale n'en avaient que faire, prenaient cette question avec dédain et en tout cas ne mesuraient pas les enjeux de cette question. Et on voyait donc qu'on n'arrivait pas à faire émerger la question animale dans les autres formations politiques. Au niveau juridique et devant les tribunaux, les lois étaient insuffisantes à défendre les animaux. Et donc on est parti du constat que la seule façon que cette question elle arrive sur le plan politique, c'était de nous-mêmes créer notre parti politique pour défendre les animaux. Alors, vous dites défendre les animaux, ça veut dire quoi? C'est la maltraitance animale. Vous êtes venu à cela, vous et d'autres, parce que vous dites les animaux, parce que bon, les animaux ne sont pas les humains, mais vous dites justement, on en discutait hors antenne, les animaux sont des individus, vous les traitez en tant qu'individus. Oui, c'est une grande différence. Alors, c'est une grande différence avec l'approche écologiste. Évidemment, les questions environnementales et écologiques sont liées aux questions de l'animalisme, mais il y a quand même une différence assez fondamentale, c'est que nous, on apprécie les animaux en tant qu'individus. C'est-à-dire que on considère que chaque animal est un individu qui a un intérêt principal à ne pas souffrir, et donc que dans nos actions quotidiennes, dans nos politiques publiques, on doit faire en sorte de limiter autant que possible les souffrances dont il va être l'objet. Et donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va se poser la question d'une politique publique, d'une mesure, on va se poser la question évidemment des incidences sur les humains, mais aussi sur les animaux et aussi sur l'environnement. N'oubliez pas les humains quand même. Évidemment, ce qu'on dit souvent, c'est pas une restriction du champ de notre considération, c'est une extension. On va au-delà des humains.
Alors, donnez-nous des exemples quand vous dites effectivement des lois, etc., quand on voit que les animaux sont maltraités. Alors, on a tous des exemples en tête, mais vous, qu'est-ce qui vous fait réagir par rapport à telle ou telle maltraitance animale, collective ou individuelle d'ailleurs? Alors, évidemment, toutes les maltraitances nous font réagir, mais celle qui est particulièrement grave et contre laquelle nous avons fait notre cheval de bataille pour l'élection présidentielle, c'est la fin de l'élevage intensif et industriel, parce que c'est des maltraitances qui sont structurelles à ce mode élevage, qui concernent 8 animaux sur 10 qui sont consommés et produits aujourd'hui en France. Vous voulez dire 8 animaux sur 10, c'est des... Viennent de l'intensif. Viennent de l'intensif. Tout à fait. Ouais. Donc c'est un nombre considérable. Chaque jour en France, on abat 3 millions d'animaux terrestres. Donc on parle de millions et de millions d'individus tous les ans. Ils vivent, ces animaux, dans des bâtiments enfermés, sans accès au plein air. Parfois, pour certains d'eux, dans des cages toutes petites. La semaine dernière, j'étais dans un élevage de lapins où les lapins sont dans des petites cages d'environ entre 30 et 40 cm, à 5-6 dedans, sur du grillage. Évidemment, ce n'est pas des conditions normales de vie pour des animaux. Et dites-moi, en fait, ça ne vous conduit pas, est-ce que vous êtes lié, je parle du parti animaliste, parce que effectivement, il y a beaucoup de bêtes, enfin, moi je ne suis pas végan ni végétarien, je mange des animaux. Est-ce que la plupart des animalistes sont véganes, refusent de manger? Est-ce que c'est lié ou pas? Alors, nous, le parti animaliste, il accueille toutes les personnes qui veulent se soucier des animaux. Et donc, il y a forcément des personnes qui sont véganes ou qui sont végétariennes, mais il y en a aussi beaucoup qui continuent à manger de la viande. Nous, ce que l'on porte, ce n'est pas l'interdiction de consommer de la viande, mais par contre, c'est une réduction à hauteur de 50% dans les 5 prochaines années. Et en fait, c'est par rapport au mode d'élevage, par rapport à la vie des animaux avant qu'ils ne soient, effectivement, c'est ça qui vous préoccupe, quoi. Là, aujourd'hui, le fait de faire vivre des animaux dans ces bâtiments, dans ces cages, sans accès à l'extérieur, avec des vies extrêmement courtes, ils n'ont même pas la possibilité d'avoir de l'herbe ou du foin. La semaine dernière, donc, quand j'étais dans cet élevage de lapins, l'éleveur m'a proposé de sauver 2 lapins. Donc j'ai évidemment accepté, j'ai pris 2 lapins. Quand ils sont arrivés chez moi, je leur ai donné du foin et de la paille, et ils n'avaient jamais vu ça, ils se sont rués dessus, ça se voyait qu'ils étaient heureux de découvrir ça. Ça paraît complètement anecdotique. Parce que dans les cages, il y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils mangent des granules et c'est du grillage. Et c'est ça l'intensif. Les cochons, c'est pareil, c'est sur des sols bétonnés. Les animaux sont malheureux et très mal là-dedans. Bien sûr, oui, parce que ils sont dans la nature et là ils sont plus dans la nature. Bien sûr, quoi. Ouais. Oui, c'est ça votre principal cheval de bataille. Oui, au regard du nombre d'animaux qui sont tués et d'abord élevés et tués dans ces conditions-là, après avoir vécu une vie misérable, il faut bien le dire. Oui, c'est ça notre cheval de bataille, parce que l'on ne peut pas continuer à faire vivre des animaux, à les faire souffrir de cette façon-là, et aussi parce que on mange de la viande qui est produite dans ces conditions, et ces conditions de production, elles sont néfastes pour les animaux, pour les humains et l'environnement aussi. Parce que des animaux élevés comme ça, on sait très bien que la viande n'a pas du tout la même qualité, parce qu'il y a le stress, il y a tout cela, ça on l'a beaucoup dit, et pas seulement vous, enfin pas seulement le parti animaliste. Simplement, pour revenir à ça, est-ce que, en fait, donc, c'est un peu l'industrialisation de l'animalité que vous combattez, c'est-à-dire que, au fond, oui, les gens vous disent oui, d'accord, mais vous comprenez, on a beaucoup de consommateurs, il y a des élevages intensifs, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut industrialiser tout ça. Alors, est-ce que la ligne de clivage, elle est entre disant oui, mais vous ne pouvez pas faire de l'élevage ou de masse au détriment des animaux, au détriment d'une vie qu'ils ont et qui ne doit pas être une vie de torture, quoi, quelque part. Clairement, c'est la façon dont on élève ces animaux dans les élevages intensifs, c'est pour nous indigne de notre humanité et de la conception que l'on a de l'humanité. On ne peut pas continuer comme ça. Nos grands-parents ne mangeaient pas de la viande dans les proportions que l'on mange aujourd'hui. On voit bien que ça a des conséquences sanitaires, des conséquences environnementales. Donc il faut réduire notre consommation et fermer ces élevages. Et est-ce que du point de vue de l'action, alors comment vous procédez jusqu'ici, au-delà de la présidentielle, quels sont vos modes d'action pour essayer de limiter les dégâts?
Alors, nous, en tant que parti politique, on porte des mesures aux différentes élections, donc des candidatures, et donc on essaie de porter ces mesures dans le débat public, dans les médias, pour que ces mesures reçoivent un accueil du public, et notamment, tout particulièrement des électeurs, parce que le poids électoral que l'on arrive à montrer a des incidences directement sur les mesures qui vont être ensuite adoptées, notamment par le pouvoir législatif, et on l'a vu, la loi qui a été adoptée en novembre dernier, la loi contre la maltraitance animale, elle a clairement aussi une corrélation avec le score des européennes et le fait que la présidentielle arrive dans quelques mois. Oui, vous voulez dire que là, au moins, ils sont obligés de tenir compte de vous, 2,17%. C'était l'objectif. C'est ça, oui, d'accord. Ouais, mais à part donc le côté électoral et les voix, est-ce que vous avez, comme d'autres organisations, précisé des modes d'action, mettons, plus directs, que ce soit manifestation, que ce soit aller dans tel ou tel centre qui pratique ce côté industriel, enfin, pour construire nos mesures, notre programme, on va rencontrer les acteurs, parce que quelque chose d'important, c'est qu'on s'est mis collectivement dans ce modèle intensif, donc il va falloir en sortir collectivement. On va pas, comment dire, on n'a pas une accusation contre les éleveurs, c'est pas ça qu'on dit. On dit, eux aussi sont victimes de ce système, et moi je les rencontre, ils vivent avec 400, 500 euros par mois. Absolument. Ils travaillent. Et beaucoup se suicident, comme vous le savez. Et ils ont le taux de suicide le plus important, et ils veulent en sortir. La réalité, c'est ça. Quand vous discutez avec eux, ils veulent juste vraiment en sortir, ils vous le disent. En tout cas, moi, plusieurs d'entre eux me le disent, si on les aide, bien sûr. Et c'est évidemment pour ça, une fois qu'on porte l'interdiction de ces élevages, ça va évidemment de soi qu'on les aide à en sortir. Et alors justement, il faut bien qu'ils vivent aussi. Si vous leur enlevez complètement leur élevage, ils ne vivront plus. Enfin, là, ils vivent plus. Ouais, quand vous avez 400 ou 500 euros par mois, que vous travaillez 60 ou 110 heures par semaine, vous ne vivez plus. Et d'ailleurs, ils vivent plus. Beaucoup d'entre eux se suicident. Donc non, c'est au XXIe siècle d'avoir des personnes qui travaillent autant, qui sont si peu payées, c'est un véritable scandale. Et finalement, on est les seuls à avoir le courage de dire ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionnera jamais. Donc, sortons de ce modèle. Et vous êtes écouté par les autres politiques, parce que vous les rencontrez aussi, où ils vous disent oui, c'est très gentil, bravo, c'est très très bien ce que vous faites, mais en fait, vous pesez pas assez, évidemment, vous me le dites, oui, vous avez 2,6, c'est pas rien du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que les politiques, je dirais traditionnelles, des partis traditionnels, vous tendent une oreille favorable, ou juste une oreille pour vous écouter, en disant c'est merveilleux ce que vous faites, et puis après, salut, on oublie? Alors, c'est tout le paradoxe. À la suite des européennes, on a vu la plupart des candidats et des partis politiques jurer la main sur le cœur que la question animale était importante pour eux. Au moment des municipales, on a vu beaucoup de mesures proposées pour la question animale. Donc, on voit qu'il y a effectivement beaucoup de nos mesures, notamment la fin de l'élevage industriel intensif, qui sont reprises par des candidats. Donc ça, c'est très bien. Mais effectivement, ce que vous venez de dire, c'est qu'on dit, très bien, retenez nos mesures, mais ayez la détermination et la volonté des appliquer. Et souvent, on s'arrête au milieu du chemin. C'est pour ça que nous, on continue à être présents et que l'on continue à vouloir peser politiquement, parce que l'on sait que la seule chose, souvent malheureusement, que les politiques comprennent, c'est le nombre de voix qu'ils perdent. Et donc, il faut qu'on soit là pour qu'ils comprennent qu'en continuant à se désintéresser ou en n'étant pas suffisamment ambitieux sur la question animale, ils perdent des voix, possiblement des sièges. Il faut toucher là où ça démange, absolument. On se retrouve, Hélène Thuy, juste après cette petite pause. Et que vous partagiez ou non les propos d'Hélène Thuy, candidate du Parti animaliste, vous nous appelez Sud Radio, c'est le débat, à tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Oui, au-delà de l'élevage intensif, au-delà effectivement de cette espèce de massification assez horrible pour les animaux, et on le sait, on a vu des reportages là-dessus, d'autres préoccupations quand même du Parti animaliste, Hélène Thuy, il y a la question effectivement du gaspillage, question alimentaire effectivement, et vous dites que ça peut jouer justement aussi, il y a des alternatives, et puis aussi parlons des EHPAD, mais commençons par les alternatives ou les alternatives
perspective alimentaire. Oui, effectivement, l'élevage intensif gaspille de la nourriture. C'est pour ça qu'en fait, c'est pas des usines à produire de la nourriture, c'est des usines à gaspiller de la nourriture, puisque en moyenne, il faut 7 kilos de protéines végétales pour faire 1 kilo de protéines animales. Donc on gaspille 6/7. Et en parallèle, on a un Français sur 5 qui tous les jours ne peut pas manger à sa faim. Donc ce que l'on dit, c'est qu'on va arrêter de faire ce gaspillage démentiel de protéines végétales et au lieu de l'affecter aux animaux et donc avec les pertes que je viens d'indiquer, on va affecter directement cette alimentation végétale aux humains, de l'alimentation de bonne qualité nutritivement que l'on va produire en France. Donc ça veut dire aussi développer les cultures de céréales et de légumineuses locales en France. Parce qu'on n'en a pas assez aujourd'hui. Pas assez, non. Bah non. Et donc il va falloir retrouver notre souveraineté alimentaire en produisant de la protéine et de la céréale française, locale, de bonne qualité, que l'on pourra donner à tous les Français, pour que tous les Français mangent enfin à leur faim. Et du point de vue des EHPAD, vous disiez aussi qu'il y a un effort à faire dans les EHPAD auprès des personnes seules ou des personnes effectivement âgées. Animal de compagnie, c'est quoi? Oui, les animaux de compagnie, ce qu'on voit, c'est que souvent, les animaux de compagnie sont les derniers compagnons des personnes âgées. Ils ont un attachement extrêmement fort et qu'au moment de partir à la maison de retraite, c'est déjà extrêmement difficile, extrêmement douloureux. Les personnes sont obligées de quitter leur maison dans laquelle elles ont tous leurs repères. Que les animaux ne sont pas admis. Non, il y a quelques EHPAD qui l'acceptent, mais c'est rare. Et c'est un double déchirement. On a des témoignages extrêmement émouvants, extrêmement touchants de personnes qui sont obligées d'abandonner leurs animaux. Et ça, c'est une cruauté clairement qui est faite à l'égard des animaux et à l'égard de l'humain, puisqu'on lui arrache son compagnon. Oui, ça c'est très important. Augustin. Et c'est maintenant que vous prenez la parole au 0826 300 300 et nous sommes avec Bruno qui nous appelle de Castres. Bonjour Bruno. Oui, bonjour Bruno. Oui, bonjour Monsieur Berkhoff, bonjour à votre invité. Monsieur Berkhoff, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour le combat que vous menez tous les jours. Je vous présente mes respects en tant qu'ancien militaire. Merci, ça me touche beaucoup Bruno et merci beaucoup. Ça vient du cœur. C'est dommage parce qu'il y a tellement de choses à raconter, mais pour en revenir à ce que expliquait la députée, pour moi, mon point de vue, les Français ne consomment pas plus de viande qu'avant. Pour moi, ce que j'en déduis, c'est qu'au sein d'une ville comme Castres par exemple, il y a trop de grandes surfaces. Ces gens-là ne gèrent pas les quantités qu'ils rentrent, parce que moi, des amis gilets jaunes se nourrissent que par les poubelles de viande. Ah ouais. Un boucher d'une ville, lui, va commander parce qu'il connaît sa clientèle. Oui. Tandis que les grandes surfaces, ils commandent effectivement. Je ne connais pas trop. Je ne connais pas. Mais de ce que je peux en constater des rejets qu'il y a dans les poubelles, voilà, pour moi, il y a une très mauvaise gestion. Donc, on est obligé d'abattre à outrance pour alimenter toutes ces grandes surfaces qui, malheureusement, ont fini à la poubelle. Oui, merci Bruno. Hélène, oui, c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de chaîne alimentaire qui fait que effectivement les gens recherchent, enfin les producteurs, etc., recherchent le profit, recherchent le retour sur investissement, comme on dit. Est-ce que ça ne joue pas là aussi? Mais monsieur a raison, effectivement, que toute personne qui va dans un supermarché constate cette abondance et ce gaspillage considérable. Donc effectivement, il y a un problème de gestion. Sur le fait de consommer plus de viande qu'avant, je pense que si l'on parle avec nos grands-parents, on sait très bien qu'ils consommaient pas de la viande dans des conditions et des quantités autant que nous. Donc oui, effectivement, il y a beaucoup trop de gaspillage. Vous avez raison de souligner qu'il y a aussi des intérêts à cette production. Mais ce que l'on ne dit pas souvent, c'est que la viande, on la paie pas au prix réel. C'est-à-dire que tout ce qu'on appelle les externalités négatives, tous les coûts sur l'environnement notamment, ne sont pas pris en compte. Et la viande fait l'objet de beaucoup de subventions, en tout cas les filières viande. Et donc finalement, cette production est perfusée d'argent public. Donc c'est la double peine. Non seulement c'est l'argent du contribuable, et en plus c'est gaspillé, ça part à la poubelle. C'est vrai. Maintenant, je rappellerai quand même qu'on est assez content et beaucoup de n'avoir pas la poule au pot que chaque dimanche, comme sous le temps d'Henri IV. C'est le changement de benne plastique. Ouais. Merci Bruno. Merci Bruno pour votre appel. Nous sommes maintenant avec Cathy qui nous appelle d'Oloron. Bonjour Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Berkhoff, bonjour Madame Thuy. Bonjour. Voilà, je pense que pour soutenir votre cause, parce que en moi c'est très précieux tout ça, les gens qui sont dans l'abstention, je trouve que effectivement on peut faire un vote utile en votant pour votre parti. Voilà,
au moins se bouger le cul pour quelque chose, vous voyez. Je crois qu'Hélène Touy sourit en vous entendant. Oui, ça lui fait assez plaisir, je comprends. Bien sûr. Et il faut dire que les animaux sont des êtres sensibles. Donc, nous venons de vivre quelque chose qui, pour certains, a failli les rendre fous, c'est-à-dire le confinement. Oui, bien sûr. Donc, imaginez ces animaux qui sont entravés, qui ne peuvent pas bouger, confinés rien en faire. permanence, oui. Voilà. Ouais. Non, mais franchement, rien que pour ça, il faut arrêter ça, quoi. C'est incroyable. C'est l'horreur tous les jours sur cette planète. Enfin, bon... il y a des moments, je me dis, c'est plus une planète bleue, c'est une planète rouge, quoi. Tellement c'est horrible tous les jours. C'est pour ça qu'il faut se battre. C'est pour ça, Cathy, qu'il faut se battre. Et comme vous le dites si bien, se bouger le cul. Ça commence par ça. Se bouger le cul. Voilà. En fait, c'est quand certains après disent oui, le RIC et ci et ça, eh ben c'est le premier RIC. Allez voter déjà, se bouger le cul. Très bien, Cathy. Eh bien, écoutez, bougez-vous, chers auditeurs de Sud Radio. D'ailleurs, je crois qu'ils se bougent. Oui, et pour la cause animale, c'est vraiment une grande cause. Merci, madame. Merci de vous battre. Merci beaucoup, Cathy. Nous sommes maintenant avec Bernard qui nous appelle de Lectoure dans le Gers. Bonjour, Bernard. Oui, bonjour, Bernard. Oui, bonjour à tous. Bonjour, merci encore à M. Berkoff d'inviter, de nous donner un peu de courage avec ces intervenants. Et aujourd'hui, donc, c'est un intervenant un peu particulier concernant la cause animale. Je voudrais simplement demander à l'intervenant si il envisage de soutenir une action syndicale. Aujourd'hui, nous vivons une grippe aviaire qui est une crise concernant la grippe aviaire qui touche la cause animale. Je voudrais revenir un peu sur cette extrême gravité de ce qui se passe et qui met en cause les élevages industriels de confinés. Et donc j'aimerais que notre intervenant prenne position en faveur d'une agriculture. Alors, je crois que d'ailleurs le mouvement qu'elle soutient n'est pas simplement un travail pour être écouté, mais à une dimension un peu plus large même que la défense de la cause animale. Il pose le problème d'une production, d'un type de société. Et je pense qu'il faut revenir peut-être avec des cultures raisonnées, des élevages raisonnés qui respectent la cause animale et l'homme à la fois, puisque les deux sont importants et il faut trouver des structures. Enfin, nous les connaissions. Nous connaissions autrefois des structures paysannes qui permettaient de l'intérêt de l'homme, celui de l'animal et celui des consommateurs. Donc, merci de la question. C'est est-ce que vous soutenez un syndicat? Merci. Hélène Touy. Est-ce qu'il y a un syndical qui étend un peu le propos, le domaine? Alors, nous, on est une formation politique, donc on est indépendant des syndicats. En revanche, ce que dit monsieur est tout à fait juste sur les liens entre la façon dont on traite les animaux et la façon dont les individus, les humains sont traités également. Sur la question tout particulièrement des canards et de ces grippes aviaires à répétition, on voit bien qu'il y a un problème. On voit bien que année après année, on abat toujours des millions de canards, que ça revient, et finalement on continue à perfuser d'argent public. Et ça ne fonctionne pas, ce n'est pas un modèle qui fonctionne là encore, donc il faut arrêter avec ça. C'est des animaux, des millions d'animaux qui sont sacrifiés, des éleveurs qui ne s'en sortent pas, donc c'est que le modèle ne va pas, et quand le modèle ne va pas, il faut revenir à quelque chose de raisonné. Nous avons complètement perdu la raison avec ces élevages industriels intensifs, ces abattages massifs. Il faut arrêter ça. Nous avions d'ailleurs reçu Stéphane Cortial, un agriculteur à ce sujet, qui devait abattre ses 6000 poules pour un cas de salmonellose. Vous nous appelez au 0826 300 300, à tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Avant de redonner la parole à nos auditeurs, Hélène Touy, je voudrais vous poser une question, évidemment, que se posent tous les candidats à la présidentielle, en tout cas ceux qui n'ont pas encore tout leur parrainage. Vous en êtes où
de vos parrainages, car comme chacun sait aujourd'hui, il faut 500 parrainages pour être admis à la candidature officielle. Alors nous avons aujourd'hui 280 promesses de parrainage, donc qui doivent être confirmées en étant déposées au Conseil constitutionnel à partir de demain et jusqu'au 4 mars. 4 mars, date limite. Hein, date limite, voilà. Mais c'est très difficile de réunir les parrainages du fait de la levée de l'anonymat. Donc si des maires nous écoutent, vraiment c'est important que la cause animale, qui est si importante pour un nombre de plus en plus croissant de Français, soit présente lors de cette élection. C'est pas un soutien, le parrainage, c'est de permettre aux électeurs qui souhaitent voter d'avoir la possibilité de choix et de participer au pluralisme. Mais vous trouvez ça quand même assez injuste, hein, peut-être voire scandaleux, enfin c'est ce que je pense, que l'anonymat a été levé. Ah ben c'est un frein à l'exercice de la démocratie, clairement. C'est ce que nous disent tous les élus que l'on rencontre, qui veulent vraiment que l'on puisse être là au premier tour de l'élection présidentielle, mais qui ont peur de parrainer. Bien sûr, et pour les raisons qu'on connaît, évidemment, de subventions et autres, et on les comprend, hélas. Et au 0826 300 300, pardon, nous sommes avec Sarah qui nous appelle de Mérignac. Bonjour Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors tout d'abord, je suis enchantée d'écouter Hélène Thuy, que je respecte beaucoup pour tout son travail. Et comme toujours, gratitude à André Berkoff pour la qualité de ses débats. Voilà, donc moi j'appelle principalement pour annoncer quand même une bonne nouvelle. Mais juste avant, c'est aussi une bonne nouvelle, je voulais recommander le livre dont André Berkoff avait reçu l'auteur Lucas Jakubowicz, Un animal pour les gouverner tous, comment les dirigeants politiques exploitent les bêtes pour nous manipuler. Ce qui n'est pas le cas d'Hélène Thuy, bien entendu. Donc je voulais donc rappeler ce livre et cet entretien. Et l'autre bonne nouvelle, alors oui. Sarah, vous dites que vous aviez une autre bonne nouvelle. Alors l'autre bonne nouvelle, pardon, oui. Je croyais que vous alliez m'en annoncer. Non, c'est vous, voilà, c'est vous. Alors le maire de Mérignac, monsieur Alain Angiani, qui est président aussi de Bordeaux Métropole, a reçu en juillet 2019 le label européen de la bienveillance animale. Et ce label a été rajouté à la spécificité Mérignac, ville conviviale et des solidarités. Donc ça permet d'espérer quand même beaucoup de choses dans le monde politique. Il n'y a pas que des infra-humains assujettis à leur petit pouvoir temporel. Et donc voilà, c'était une très bonne nouvelle. Et comme on n'a pas trop de temps, je voudrais rajouter aussi, on n'a pas parlé de la corrida. Pour moi, la corrida n'est ni de l'art et encore moins de la culture. La corrida, c'est de la torture. Et heureusement, les choses évoluent quand même à ce niveau-là. Et je voulais aussi dire que pour moi, ma trilogie préférée, c'est vraiment la planète Terre, le respect de la planète Terre, le respect des humains, le respect des animaux, toute espèce confondue, car on est tous interdépendants. Il n'y a que par ça qu'on pourra passer entre les mailles du filet. Vous voyez ce que je comprends. D'accord, Sarah, non, mais c'est bien. Alors oui, justement, on voulait... que pensez-vous de la corrida, Hélène Thuy? Oui, j'imagine que vous êtes contre. Évidemment, absolument contre. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Sarah. Si le maire de Mérignac est favorable aux animaux, n'hésitez pas à le solliciter pour qu'il parraine ma candidature, pour que cette question soit présente à la présidentielle. Absolument, ce serait très logique et cohérent, chère Sarah. Hein, non je vais parler de vous, je vous promets, je vais parler de vous. Merci. Non, mais je vais vous dire, alors moi, on parlait de juste un mot, Hélène Thuy, mais ça nous entraîne très loin, on va pas faire le débat là-dessus. Mais il y a quand même quelque chose qui me frappe, par exemple, on a discuté de la chasse, bien sûr, vous êtes évidemment anti-chasse. Oui, alors une fois... Non, je veux dire, alors, soyons clairs et précis, c'est ce que vous êtes anti-chasse et vous dites les chasseurs c'est pas possible, etc. Est-ce que c'est pas un peu peut-être blanc et noir et un peu manichéen ça, d'éliminer les chasseurs comme étant d'affreux On n'élimine pas les chasseurs parce que les chasseurs on les côtoie, on pense que la pratique de la chasse n'est pas nécessaire et qu'elle génère beaucoup de souffrance pour les animaux. Mais une fois qu'on dit ça, il faut aussi dire que la plupart du temps lorsqu'on veut maintenir la chasse, on parle des dégâts aux cultures et que c'est pour ça qu'il faudrait faire la chasse. Sauf que la chasse... Il y a des équilibres nécessaires, vous le savez. Et bien sûr, mais on ne dit pas le contraire. Par contre, ce qu'on dit, c'est que au lieu de toujours résoudre les problèmes par la possibilité la plus facile, c'est-à-dire tuer les animaux, il faut se poser la question de mesures alternatives. Et pour les dégâts aux cultures, il y a des mesures alternatives, des identifications des parcelles à risque, des identifications de cultures à risque, des protections des cultures. C'est même prévu par le Code de l'environnement, mais souvent, c'est pas mis en œuvre et on préfère aller tuer les animaux. Oui, mais juste, Hélène Thuy, est-ce qu'il y a, quand il y a trop d'animaux et qu'il y a effectivement des saccages,
il faut quand même équilibrer. Oui, il faut prévenir les dégâts aux cultures. Et pour ça, on a des moyens. D'ailleurs, en Espagne, ils sont en train de mettre en place des recherches pour faire de la stérilisation. Parce que ce qu'il faut dire sur les sangliers, c'est que s'il y a une prolifération de sangliers, c'est d'abord la faute des chasseurs qui ont fait des croisements pour multiplier la prolifération. Et une fois qu'on dit qu'il y a trop de sangliers, il faut aussi interdire les élevages de sangliers. Donc vous, le plaisir de la chasse, ça vous parle pas du tout? Ça me parle pas du tout. En plus, j'ai grandi à la campagne, donc je peux vous assurer que entendre tirer sur des animaux toute mon enfance, toute mon adolescence, non, ça m'a pas évoqué beaucoup de joyeux souvenirs. Les chasseurs viendront répliquer chez nous, mais c'est vrai que c'est un vrai problème qui existe depuis que la Terre est Terre, enfin depuis en tout cas longtemps, mais c'est un problème qui est posé et chacun prend ses positions et c'est très bien comme ça. Et absolument, s'il y a des chasseurs... Oui, allez-y Sarah. Est-ce que vous connaissez la phrase de Jacques Brel, je ne comprends pas pourquoi les biches ne changent pas les chasseurs en poètes. Mais cela dit, oui, je connais aussi la chanson, il y a un lapin qui a tué un chasseur. Hein, on la connaît, celle-là aussi. C'est pas ce que je souhaite non plus. Mais juste une chose par rapport à la chasse. Au jour d'aujourd'hui, moi, je suis moins choquée par un chasseur qui est capable de tuer proprement un animal qui a vécu libre jusqu'au bout. Après, bien sûr, on peut dire, et c'est vrai, pourquoi on peut pas tuer proprement un être vivant qui veut pas mourir. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est moins tragique pour moi quand ils sont tués d'une certaine façon, en pleine liberté, que ce qui se passe dans les abattoirs, qui est épouvantable. Alors justement, Sarah, c'est très intéressant, pardon, je ne sais pas si un auditeur la posera. Est-ce que vous parlez, ou pas du tout, ou est-ce que vous luttez contre l'abattage sans étourdissement? Absolument, il n'y a aucune ambiguïté. On refuse l'abattage sans étourdissement. Il faut que chaque animal soit étourdi avant d'être tué. Pas que l'étourdissement soit la panacée. Hein. L'étourdissement, il faut rappeler ce que c'est. C'est des pistolets à tige perforante qui perforent le crâne des bovins. Non, mais c'est des asphyxies. Oui, mais ils n'agonisent pas pendant un quart d'heure. Voilà, donc, ils peuvent agoniser quand même. Mais en tout cas, il est absolument indispensable que tous les animaux soient étourdis. Donc, même quand ça brave des interdits religieux. Nous considérons que les interdits religieux doivent céder quand il y a des impératifs de protection animale. Et à cet égard, je voudrais dire que le plus grand pays musulman au monde, qui est l'Indonésie, pratique l'abattage avec étourdissement. Bien de le rappeler. Et évidemment, comme le disait André, s'il y a des chasseurs qui nous écoutent, appelez-nous au 0826 300 300. Et nous sommes maintenant avec Patricia qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Patricia. Oui, bonjour Patricia. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Madame la députée. Oui, ma question concernait les frais de soins vétérinaires. Oui. Aujourd'hui, c'est très difficile, je trouve, d'avoir des animaux, surtout si on en a plusieurs, parce que les vaccins se multiplient. Les frais de vétérinaire d'un vétérinaire à l'autre se multiplient par 2, par 3. Enfin, vraiment, il faut avoir un portefeuille quand même bien comblé. Et si votre invité ait pensé à ça aussi, parce que c'est compliqué, les SDF, ils ont des animaux de partout. Ouais. Et nous qui aimerions avoir pas mal d'animaux, à la SPA, il faut montrer sa feuille d'impôt, il faut montrer plein de choses. Enfin, c'est vraiment difficile aujourd'hui. Oui, alors que de notre côté, on abandonne des animaux, comme on le sait, l'abandon d'animal se pratique, hélas. Bonne question, Hélène Touy. Tout à fait. Sur effectivement les frais, les vétérinaires, etc. C'est un vrai sujet. Nous, ce que l'on propose, d'une part, c'est de développer les mutuelles, c'est-à-dire que quand on collectivise finalement le coût, on va réduire le coût de ces frais vétérinaires. Donc pour que ça soit accessible à une plus grande partie de la population, avec aussi des aides en matière sociale pour les personnes qui, comme les sans-abri, comme Madame a évoqué, puissent voir leurs animaux soignés, ça c'est indispensable aussi, et aussi des mécanismes de crédit d'impôt, c'est-à-dire que les frais vétérinaires puissent aussi donner lieu à des déductions fiscales, parce que c'est indispensable pour assurer la santé de ces animaux. Ça, eu égard à la dette, ça va pas être facile, hein. C'est des choix politiques, c'est toujours pareil. Politique, absolument. Augustin. Et on se retrouve juste après une courte pause et vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et est-ce que les carottes sont cuites? Alors nous sommes avec Anne qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Anne. Bonjour Anne.
Allô? Oui, Anne, on vous écoute. Oui, bonjour. Je n'habite plus Bordeaux, j'habite Hasparren, une petite bourgade du Pays Basque, où malheureusement il y a énormément d'abandon, de maltraitance animale. Je salue Hélène, sauf que bon, j'ai voté chaque fois pour le parti animaliste et je le ferai à chaque fois. Sinon, ben, je voterai Mélenchon, hein, je cache pas mes idées. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il faudrait peut-être faire beaucoup plus d'apparitions, que ça soit à la télévision, particulièrement au moment des informations ou quelque chose comme ça, parce que les gens ne connaissent pas, ils ne peuvent pas être motivés si on n'en parle pas plus. Ici, je suis catastrophée de voir le nombre d'abandons, de maltraitance. La SPA de Bayonne m'a confirmé d'ailleurs qu'elle n'était pas étonnée. Moi, ma vie, elle est consacrée aux animaux parce que, franchement, c'est une cata, quoi. Et quand on parle de chasse, alors ici, n'en parlons pas, au Pays Basque, vous pouvez imaginer. Par contre, on ne s'intéresse pas non plus aux chiens qui le reste du temps restent en cage, hein, dans une cage grillagée, hein, et qu'on lâche le week-end ou en semaine pour aller faire la chasse. C'est catastrophique. L'abattoir ici, c'est d'ailleurs pour ça que je ne mange même plus de veau ni d'agneau et le moins possible de viande. Je dois manger un petit morceau de steak haché une fois par mois et encore, tellement je suis écœurée de voir, d'entendre hurler les animaux et la façon dont leur éleveur les pousse vers l'abattoir en leur tapant dessus. Franchement, je suis écœurée. Voilà. Puis il y a plein de choses à dire, mais voilà. D'accord. Ah non, mais je crois que vous les avez dites. Vous les avez dites et que vous êtes écœurée, effectivement. Écœurée, oui. Hélène Touy, c'est un écœurement de la part effectivement, que vous entendez, j'imagine, relativement souvent. Oui, de plus en plus souvent, parce que depuis que des vidéos ont été montrées sur la façon dont on traite les animaux, depuis notamment les vidéos de L214 et le travail des associations de protection animale de façon générale, la parole s'est libérée sur le fait que les personnes sont de plus en plus scandalisées par la façon dont on traite les animaux. Et ces images ont permis aussi de montrer comment on traite les animaux, parce qu'on ne pouvait pas imaginer, et moi-même, qui suis engagée pour les animaux depuis de nombreuses années, à chaque nouvelle enquête, je découvre des atrocités. Et en fait, l'horreur de la façon dont on traite les animaux ne s'arrête jamais. Et quand madame a évoqué les cris de ces animaux qu'elle entend à l'abattoir, moi j'ai grandi aussi avec un abattoir pas loin chez ma grand-mère et j'ai entendu... De quel côté en Sud-Gironde. D'accord. Et j'entendais les animaux hurler à l'abattoir, je me bouchais les oreilles, j'étais enfant et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que j'ai commencé à arrêter de manger des animaux. Donc oui, c'est atroce et on est très nombreux à être révoltés par la façon dont nous traitons les animaux. Mais n'oublions pas aussi, vous parlez encore une fois, des Français qui crèvent de faim et il y en a qui ont faim. Pas oublier aussi qu'ils ont le droit de manger de la viande et que ce n'est pas mauvais la viande, y compris pour la santé. Je tiens à le dire. Merci Anne pour votre appel. Nous sommes maintenant avec Guy qui nous appelle de Paris. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonsoir André Berkoff, encore une très bonne émission. Bonjour, pardon. Bonjour madame, bonjour les auditeurs. Oui, j'appartiens et je suis dans une association qui s'appelle SOS Enfants depuis près d'une vingtaine d'années. Et nous avions encore comme occupation le ramassage de la nourriture dont voulaient se débarrasser les grandes surfaces. Et il apparaît que depuis quelque temps, ces grandes surfaces ne nous donnent plus de nourriture parce qu'elles revendent cette nourriture à des fabricants d'engrais. Et dans cette nourriture, il y a beaucoup de viande, beaucoup de poissons, beaucoup qui ne sont pas vendus. Voilà. Donc voilà une nourriture qui va repartir en engrais pour la terre. Vous voulez dire qu'ils vous refusent? Enfin, ils le faisaient avant, ils ne le font plus maintenant, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Et je voulais parler d'un autre point, c'est que nous sommes aussi exportateurs, la France, de poulets, particulièrement, que nous envoyons sur l'Afrique. Et ces poulets arrivent avec un coût moins cher sur l'Afrique que le petit producteur de poulets qui est sur place et qui a besoin de sa production pour vivre. Bilan, il est obligé de mettre la clé sous la porte.
d'aller dans les grandes villes pour trouver du travail qu'il ne trouve pas, et que fait-il? Eh ben, il revient chez nous pour trouver du travail. Voilà le cycle infernal aussi que peut déclencher la production intensive d'animaux. Voilà. Ouais, les effets pervers de la production intensive. Après, un des effets pervers. Comment se fait-il qu'un poulet élevé chez nous, qui est déplumé, etc., avec le transport, puisse coûter moins cher que ce poulet qui est élevé naturellement en Afrique? C'est vrai, Guy, mais posez-vous la question qu'on sait. La France était le plus grand pays agricole d'Europe, sinon je dirais pas de la planète, mais enfin un très grand pays agricole. On importe aujourd'hui 50% de produits alimentaires, 50% agricoles ou pas, on l'importe, vous imaginez? Percoff, moi j'ai une amie qui m'a dit il y a quelque temps, Guy, on a débarrassé le pavillon de mon père parce qu'il souhaite rentrer dans une maison de retraite, et elle m'a dit, mais attends, on a trouvé tous les catalogues que faisaient les fabricants français jusqu'en 75, la France fabriquait tout. Absolument. La France fabriquait tout, et on n'avait pas de chômage. On avait 5000 chômeurs. Voilà. Et depuis 40 ans, on a eu la désindustrialisation et on a vendu le pays par appartement. À la découpe. On a cédé le pays. Nous n'avons pas eu des présidents, nous avons eu des faire-valoir. On a eu des syndics de faillite. J'espère que ça va changer. Voilà. Oui, parce que voilà, ils nous ont bradés, ils ont emprunté en plus, parce que pour payer les chômeurs qu'ils créaient, ils ont emprunté, c'est pour ça qu'on a une énorme dette pour payer des chômeurs qui n'ont pas produit. Voilà. Tout se tient, vous savez, quand on tire le fil de la pelote, tout se tient. Augustin. Et un dernier auditeur, on va essayer de prendre le temps avec Romain qui nous appelle de Vendée. Bonjour Romain. Oui, bonjour Romain. Bonjour. Bonjour André, bonjour à tous. Merci de me prendre à l'antenne. Donc je souhaitais réagir. J'ai pris l'émission en cours là et j'ai entendu les propos de votre invité au sujet de la chasse et d'un sujet qui me touche puisque je suis moi-même chasseur. Oui. Donc j'ai 31 ans et je chasse depuis de nombreuses années maintenant. Et donc le sujet qui m'a fait bondir, c'est les chasseurs qui sont responsables du croisement des sangliers avec des cochons. Alors voilà qu'on appelle plus communément chez ces gens-là cochongliers. C'est un argument qu'on entend régulièrement et qui a été démonté de nombreuses fois. Je vous invite madame à aller regarder les vidéos de Richard sur Terre qui est quelqu'un de très bien et de très sensé et qui fait des vidéos très explicatives au sujet de la chasse et notamment qui a su démonter ce mythe qui dit que les chasseurs ont fait des croisements et hybridés des sangliers avec des cochons. Oui, vous dites que c'est une fake news, quoi, quelque part. C'est un bobard, vous dites, vous. Tout à fait, ça c'est certain. Alors dans le monde de la chasse, il y a certainement des comme dans toute communauté, des gens qui ont fait des erreurs et qui sont pas très bien intentionnés. Mais mettre l'explosion de la population de sangliers par le croisement de sangliers avec des cochons sur les chasseurs, je trouve ça vraiment énorme. Regardez un petit peu en Europe, dans le reste de l'Europe, ce qui se passe avec cette espèce-là et qui prend notamment beaucoup de place sur d'autres espèces sauvages comme le petit gibier nidificateur au sol, les perdrix, les faisans, ce genre de choses. C'est vraiment un fléau et quelque chose qui prend de l'ampleur un peu partout. Donc je trouve ça très gros de mettre ça sur le dos des chasseurs. Eh bien, Hélène Touy va vous répondre. Hélène. Oui, alors c'est pas une fake news, mais par contre, il y a une conjonction de plusieurs phénomènes qui conduisent aujourd'hui à ce qu'on appelle surpopulation, sans que jamais d'ailleurs on détermine à partir de quand il y aurait ou pas surpopulation, à partir de combien d'individus. Mais ça, c'est une autre question. En tout cas, je sais qu'il y a toujours ce débat qui agite les chasseurs et les opposants à la chasse sur l'origine de cette prolifération des chasseurs. Mais ce que l'on note, et moi en tant qu'avocate qui défend les associations qui s'opposent à la chasse, les propriétaires qui s'opposent à la chasse et qui contestent les arrêtés notamment de battue administrative, ce que je me rends compte, c'est qu'à chaque fois que l'on demande des éléments objectifs sur à la fois le nombre de sangliers et les mesures et les mesures de prévention qui ont été mises en œuvre et qui sont obligatoires, qui sont prévues par le Code de l'environnement, on n'a jamais de réponse. Et l'autre question que l'on pose et auquel on n'a jamais de réponse, si les sangliers étaient si importants et c'est un problème si important, qui en est un, mais pourquoi est-ce qu'on continue à avoir des élevages de sangliers alors qu'on sait qu'il y a des lâchers sauvages de sangliers et que donc soit il y a trop de sangliers et on arrête les élevages de sangliers, le sujet se poserait même pas. Et pourtant on continue.
J'aimerais avoir bon, je serais curieux de voir les preuves de ce que vous avancez concernant les lâchers de sangliers. Madame, moi, il y a les mesures de prévention, je suis tout à fait d'accord. Mais si je pense qu'il faut connaître vraiment l'espèce sanglier pour savoir ce que c'est les préventions. Si c'est mettre une petite clôture autour des parcelles, madame. Non, mais monsieur, je sais très bien. J'étais encore ce week-end en battue au sanglier, j'en ai vu démonter des grillages, j'en ai vu passer. Vous savez, il y a rien qui les arrête, ces bêtes-là. Il y a des prescriptions, monsieur, spécifiques. Vous savez bien qu'en la matière, pour considérer qu'une grillage suffit à arrêter les sangliers, il faut qu'ils soient enterrés à certaines distances, certaines épaisseurs, certaines hauteurs. Il y a des critères, c'est évidemment pas un petit grillage léger. On est d'accord, ça, je partage votre avis là-dessus. Vous imaginez un petit peu toutes les cultures qu'il faudrait couvrir en grillage et en clôture d'électricité, madame. On parlait de l'agriculture tout à l'heure. Je pense que les agriculteurs n'ont pas les moyens de s'équiper de ce genre de choses, surtout avec la concurrence actuelle. C'est évident, Meggy, je crois que c'est l'œuf et la poule, ce dont vous dites, c'est vrai, c'est-à-dire, effectivement, où il faut, bon, je ne me prononce pas là-dessus, je n'ai pas d'avis là-dessus, mais est-ce qu'il faut limiter le nombre de sangliers, etc., ou pas, Romain? Il est là le problème, et c'est un problème qui nous Est-ce que je peux poser une question à monsieur? Oui, effectivement, donc il y a la question des sangliers et donc de la surpopulation possiblement. Donc si je comprends votre logique, monsieur, vous êtes aussi contre les élevages notamment de faisans et de perdrix, ces animaux qui sont élevés, 30 millions on dit par an, qui sont élevés et lâchés. Cela, c'est pas de la surpopulation, ils sont élevés pour être tués et servir de cibles vivantes. Donc vous êtes contre ça ou pour? On appelle ça plutôt de la repopulation, madame. Donc il s'agit de lâcher et de remise en nature d'oiseaux sauvages. Élevés. Je pense qu'il y a de gros efforts à faire là-dessus pour qu'ils puissent mieux s'habituer à leur milieu naturel lorsqu'ils sont relâchés dans la nature. Il y a des choses qui sont faites là-dessus. J'habite non loin d'élevage de ce type-là et je sais qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui s'engagent et qui travaillent notamment avec des chercheurs qui ont fait des thèses sur le sujet pour la remise en nature de ces animaux. On ne va pas vous mettre d'accord, mais c'est très bien de poser les problèmes et je crois que c'est très bien que chacun défende effectivement un certain nombre de choses. Il ne faut pas oublier aussi que si l'homme est un loup pour l'homme, l'animal peut être aussi un loup pour l'animal. C'est le grand paradoxe, mais que chacun défende ses convictions, c'est l'essentiel. Et évidemment, dans un instant, vous retrouvez Brigitte Lahaye. Merci beaucoup, Hélène Touy. Vous êtes candidate du Parti animaliste. On suivra de près vos parrainages et puis votre candidature qui fait quand même quelques pourcents. Et je sais que ça vous met en colère. Parfois, vous n'apparaissez pas dans les instituts de sondage. Mais voilà, vous pourrez peut-être glisser un bulletin Hélène Touy dans l'urne. En tout cas, ça a fait débat. Merci à Romain qui nous a appelé à la fin. Et merci à tous ceux qui nous ont appelés au 0826 300 300. Et dans un instant, Brigitte Lahaye. Sud Radio.